vous pourrez le faire ou la partager avec vos amis. Voilà qui est fait. Je vais partager mon écran et puis ça va être parti. Alors, peut-être juste quelques règles de base. Si vous pouvez bien penser à couper vos micros pendant la présentation, ce serait top. Et puis, on prévoit évidemment de pouvoir répondre à vos questions plutôt à la fin. Donc, si vous en avez, notez-les. Vous aurez l'opportunité de les poser à la fin, oralement ou par écrit, comme vous souhaitez. Et puis, on vous répondra en direct. Voilà. Alors, c'est parti pour les études interdisciplinaires à l'étranger. Pour commencer, avant toute chose, en fait, puisqu'on va parler des études à l'étranger spécifiquement, avant de nous intéresser à la problématique des études interdisciplinaires, une question déjà que vous vous posez peut-être, c'est pourquoi étudier à l'étranger, tout simplement. Donc, on va peut-être juste rapidement faire un petit point là-dessus. Toutes sortes de raisons de partir à l'étranger et ça peut vous apporter énormément de choses. S'il fallait le résumer en quelques points, on parle beaucoup de l'ouverture d'esprit que ça peut vous apporter, hein, de voir autre chose, de sortir de votre pays, de votre région, de votre zone de confort, d'aller rencontrer de nouvelles personnes et d'apprendre des choses sous un autre angle. C'est une très belle manière, hein, tout simplement, de vous ouvrir l'esprit, de maîtriser aussi plusieurs langues. Si aujourd'hui, vous maîtrisez bien le français, c'est l'occasion de venir compléter avec de l'anglais, de l'espagnol, du japonais, pourquoi pas. Et c'est toujours, on le sait très bien, une grosse valeur ajoutée sur le CV et sur le marché de l'emploi dans un deuxième temps. C'est une manière aussi de développer votre réseau à l'international, de rencontrer des amis, de rencontrer des professeurs, de rencontrer des experts dans certains domaines qui, par la suite, après vos études, quand vous commencerez à travailler, seront peut-être vos futurs collègues ou clients ou employeurs, collaborateurs. Donc voilà, et puis plus largement, en fait, quand vous partirez voyager, c'est vrai que les universités étrangères accueillent souvent beaucoup d'étudiants du monde entier. Donc, vous économiserez en frais d'hôtel si vous faites le tour du monde. Quand on aura le droit à nouveau de voyager après ce fichu virus, vous pourrez en profiter pour voir vos amis dans le monde entier. Monsieur. Alors, il y a un petit malin qui a laissé son micro. Je coupe tout. Tac. Voilà. Et donc, je le disais à l'instant, c'est une manière évidemment de vous distinguer sur le marché de l'emploi et de vous démarquer un petit peu, de sortir de l'ordinaire en ayant réussi à valider un diplôme complet à l'étranger. C'est une excellente manière de démontrer votre indépendance, votre capacité et votre volonté à prendre des risques, à vous adapter. Tout ça, ce sont des qualités évidemment très recherchées par des employeurs du monde entier. Et au final, c'est le plus important puisque quand on part étudier, en général, c'est quand même pour pouvoir bien réussir dans un deuxième temps sur le marché de l'emploi. Alors, on parlera beaucoup quand même lors de cette présentation du système anglophone, hein, parce que, en réalité, tout ce qui est études interdisciplinaires, quelque part, ça nous vient du système anglo-saxon. Même si ICLA, donc cette université japonaise qui nous rejoint, évidemment est au Japon, elle se conforme quand même au système anglo-saxon, comme vous allez le voir, avec un programme qui est enseigné en anglais, hein, je vous l'expliquais à 100%. Donc, les avantages là que je vais vous exposer du système anglo-saxon, ce sont des choses que vous pouvez un petit peu transposer dans tous les pays anglo-saxons et aussi sur toute formation qui est dispensée en anglais à l'étranger. Mais bon, quand on parle en tout cas des pays anglo-saxons, on peut parler d'universités très prestigieuses, très connues et bien classées. Quand vous regardez les classements QS ou de Shanghai ou du Times, voilà, Monsieur, je forcé viens en de… question. Alors, excusez-moi, mais les questions, ça va être à la fin, mon cher ami. Si vous pouviez désactiver les micros. Si vous avez des questions, ce que vous pouvez faire, hein, n'hésitez pas à mettre dans le chat, peut-être, comme Alice parle pas tout de suite. C'est vrai qu'elle peut peut-être répondre en attendant via le chat, si ça ne peut pas attendre. Sinon, attendez la fin de la présentation et puis on vous répondra avec grand plaisir, évidemment.
Alors, de belles universités prestigieuses, bien classées, hein, quand vous regardez les classements, beaucoup d'universités anglo-saxonnes dans ces classements. Euh, des universités bien équipées, avec de belles installations. Vous allez le voir tout à l'heure, encore une fois, avec cette université ICLA au Japon qui dispose vraiment de belles installations, mais plus largement au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, vous pouvez vous attendre vraiment à un bel encadrement au niveau des résidences, au niveau des laboratoires, au niveau des salles de cours, tout simplement. Vous êtes dans un environnement qui est quand même très complet et qui vous permet de vous mettre dans de très bonnes conditions pour réussir vos études et les appréhender de la bonne manière. Sur le plan pédagogique, il y a une méthodologie qui n'est pas tout à fait la même à ce que vous avez peut-être l'habitude de voir en France. On parle souvent de pédagogie participative, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que les étudiants participent en classe. Vous arrivez en classe en ayant déjà réfléchi à un sujet qu'on vous aura fourni en amont et en classe, vous allez l'approfondir avec les autres étudiants et avec le professeur qui est là pour vous encadrer. Donc ça, c'est très sympa, souvent cette notion d'avoir des petites classes et puis un rapport avec les professeurs qui est quand même particulier, assez familier. Il y a une politique de porte ouverte qui est très souvent appliquée et c'est vraiment très facile d'aller s'adresser à vos professeurs pour approfondir un sujet ou pour leur parler tout simplement de vos préoccupations du moment. Donc voilà, vous faites vraiment partie d'un réseau, d'une famille quelque part à l'université et c'est sympa en tout cas ça vous met dans de bonnes conditions pour bien apprendre. Alors ce qui va être important notamment dans le contexte de la thématique d'aujourd'hui, à savoir les études interdisciplinaires, c'est la flexibilité des cursus. Et ça, on va beaucoup en parler du coup aujourd'hui. La flexibilité des cursus à la fois au niveau du contenu pendant vos études, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de mélanger différents domaines, et on va en parler, mais aussi après vos études. Et ça, c'est important. Surtout quand on sort du système français, où on a peut-être un petit peu trop l'habitude de se dire que pour intégrer une entreprise ou pour être ingénieur ou médecin ou avocat, il faut avoir fait une filière vraiment très spécifique et professionnalisante. Dans le monde anglo-saxon, c'est beaucoup moins vrai. Sur le principe, vous pourriez tout à fait faire une licence en géographie et derrière vous convertir et devenir expert comptable, par exemple. C'est quelque chose qui se fait beaucoup, qui est vraiment dans les mœurs et qui n'est pas du tout mal vu. Au contraire, c'est souvent des profils d'ailleurs qui sont assez recherchés parce que vous arrivez en entreprise, en l'occurrence, avec peut-être une autre vision des choses et une autre façon d'appréhender le travail, en sachant que beaucoup ça dépend de ce que vous voulez faire, mais beaucoup de compétences dans le monde du travail, ce sont des compétences que vous allez acquérir sur le terrain au final. Et le rôle de l'université, c'est surtout de faire en sorte que vous sachiez apprendre, que vous ayez eu la méthodologie en amont pour intégrer ces informations et les mettre en pratique. Et puis le dernier point auquel vous pouvez vous attendre avec ces universités, c'est la vie de campus qui est très importante. C'est ce que tout le monde voit dans les séries et films américains notamment. C'est cette notion d'avoir tous ces étudiants au même endroit campus, avec tout au même endroit. Donc vous avez évidemment les résidences étudiantes, les salles de cours, mais aussi toute une vie étudiante en parallèle, associative, sportive, culturelle, qui est très importante et qui est d'autant plus valorisée dans le cadre d'études interdisciplinaires où vraiment on va encourager les étudiants à être intéressés, curieux et engagés dans plusieurs domaines, à la fois sur le plan académique, mais aussi en dehors des cours. Et du coup, dans ces universités, vous avez cette infrastructure et le réseau nécessaire pour pouvoir mettre ces choses en place. Alors, très rapidement, encore une fois, ce n'est pas trop le sujet, mais j'ai pensé quand même que c'était important pour vous peut-être de visualiser le type de diplôme qu'on fait à l'étranger. Alors évidemment, vous avez quand même certaines nuances entre les pays et certaines différences, mais grossièrement, c'est un système dans tous ces pays qui ressemble beaucoup au système français, dans la mesure où vous avez dans un premier temps post-bac le niveau bachelor, qui est la licence,
qui se fait en 3 ou 4 ans, selon le pays. Et c'est surtout d'ailleurs de ça qu'on va parler aujourd'hui, parce que quand on parle d'études interdisciplinaires, c'est vraiment à ce niveau-là en particulier que ça se fait. Mais c'est vrai qu'à l'issue de cette licence, vous pouvez tout à fait envisager un master qui se ferait en 1 an ou 2 ans selon le pays. Au Royaume-Uni, par exemple, c'est 1 an et ça équivaut bien à un master 2 français. Donc, ça peut être un bon moyen de raccourcir notamment la durée de vos études si vous le souhaitez. Et ce que vous voyez en amont, l'année de Foundation, c'est une année de prépa qui n'est pas vraiment comparable à la prépa qu'on connaît en France et elle est plutôt là pour des étudiants qui, par exemple, n'auraient pas encore tout à fait le bon niveau en anglais, par exemple, ou qui, au bac, n'ont pas eu tout à fait les notes souhaitées pour intégrer tel ou tel établissement. C'est une année qui peut permettre de compenser cela, mais qui est aucunement obligatoire et, voilà, et qui s'adresse à certaines personnes uniquement. Typiquement, vous accéderiez directement au bachelor, donc la licence. Alice, je vais te passer peut-être la main pour nous présenter les études interdisciplinaires, du coup, le cœur du sujet. Il faut que tu actives ton micro, que tu ne peux pas faire sans. Alors, je m'entends impeccable. Ça arrive, parfait. Là, on a présenté assez rapidement le volet des études à l'international et maintenant, concrètement, on va voir ce que sont les études interdisciplinaires. Donc, si on veut comprendre un petit peu ce que c'est, il va falloir remonter assez loin. Typiquement, les études interdisciplinaires, ou ce qu'on appelle généralement le liberal arts dans le jargon anglo-saxon, ce qu'on pourrait traduire peut-être aussi par les arts libéraux en français, ça tire ses origines de la Grèce antique. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la Grèce antique, les arts libéraux, c'était probablement l'étude des différents domaines qui permettaient aux Grecs de devenir citoyens. Donc, il y avait plusieurs études de domaines. On avait l'arithmétique, on avait la philosophie, on avait la géométrie, les mathématiques, les sciences, etc. Et aujourd'hui, dans les universités, on retrouve un petit peu cette idée de cumuler plusieurs domaines d'études pour finalement, alors pas comme les Grecs pour devenir citoyens, mais pour avoir en fait une éducation complète et finalement former des étudiants avec une tête bien ronde. Donc l'objectif de ces études, c'est effectivement de ne pas se spécialiser sur un seul domaine, mais vraiment d'acquérir des compétences et des connaissances transversales qui vont pouvoir vous être utiles, soit pour la poursuite de vos études, soit effectivement pour le marché de l'emploi. Donc les arts libéraux, c'est quelque chose qui est très commun, on va dire, enfin qui est très présent, notamment en Amérique du Nord, donc aux États-Unis, mais ça se retrouve aussi au Canada. C'est notamment ce qu'on appelle le liberal arts and sciences. Donc c'est l'idée effectivement d'étudier un domaine d'études dans le spectre des arts libéraux, donc dans le spectre de différents domaines. Ça peut être la littérature, ça peut être la science, ça peut être la musique, ça peut être l'histoire. Enfin, on va mixer comme ça différents domaines. L'objectif étant effectivement d'associer différentes matières et centres d'intérêt tout au long de votre cursus. Donc, on va passer à la slide rapidement suivante. Voilà. Donc, pour vous donner un petit peu un exemple de cursus que vous pourriez espérer si vous allez faire effectivement des études interdisciplinaires ou les liberal arts à l'étranger, Marc va présenter un petit peu un cursus type juste après, mais l'idée, c'est effectivement de combiner plusieurs matières qui vont être possibles. En Amérique du Nord, on va souvent parler de major et de minor. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le major, c'est le domaine d'études principal et le minor, c'est le domaine d'études secondaires. Ça se retrouve dans toutes les universités et dans tous les programmes, mais c'est vrai que dans un programme de liberal arts and sciences, vous allez très rapidement et très facilement pouvoir cumuler des domaines d'études qui, de prime abord, n'ont pas forcément grand-chose à voir les uns avec les autres. Donc, on a mis quelques exemples en dessous, beaux-arts et mathématiques, ingénierie, architecture, musique et commerce. Tous ces éléments-là, dans un programme d'études interdisciplinaires, il est possible de les mixer pour avoir finalement un programme non seulement qui va être très varié, mais qui aussi va vous ressembler, va être en accord avec vos centres d'intérêt et va vous permettre de développer des compétences qui sont purement transversales, à la fois des compétences et des connaissances. Donc voilà, ce qu'il faut garder en tête dans un programme de liberal arts, c'est vraiment le choix que vous aurez dans le choix de vos cours, dans le choix de vos spécialités, que ce soit en major ou en minor. C'est un programme qui est totalement libre.
et qui va vous permettre effectivement, alors non pas d'acquérir forcément par exemple un métier comme si vous faisiez un programme spécifiquement en ingénierie mécanique pour vraiment développer des compétences propres à un champ disciplinaire. Là, l'objectif, c'est effectivement d'avoir quelque chose d'assez général qui va former des étudiants, comme je le disais précédemment, avec la tête bien ronde pour pouvoir ensuite poursuivre leurs études et insérer le marché de l'emploi par la suite. Alors, on voulait vous montrer un petit exemple pour que vous puissiez visualiser concrètement de quoi on parle. Alors, j'ai pris. Alors, ceci dit, dans un deuxième temps, Daniel va nous montrer en détail, je pense, les programmes qui sont proposés à ICLA. Donc, vous allez pouvoir encore plus voir comment ça se décline dans la pratique. Mais j'ai pris un exemple populaire qui se fait à l'université d'Amsterdam, donc aux Pays-Bas. Donc là, vous allez, je pense, peut-être un petit peu mieux comprendre. C'est-à-dire qu'il s'agit quoi? Il s'agit pendant un cursus de 3 ans, qui est l'équivalent de la licence, de faire un mélange surtout de 3 choses. Vous avez un noyau dur, on va dire, obligatoire pour tout le monde, qui va adresser des questions ou des thématiques larges qui n'ont pas vocation d'adresser un champ académique particulier. Donc, on parle de cours obligatoires. Par exemple, en première année, vous allez avoir de la méthodologie pour bien savoir comment appréhender les études supérieures et être performant, bien apprendre, bien prendre vos notes, bien rédiger, bien argumenter. On va parler de questions sociétales générales aussi. Vous allez peut-être aborder un sujet d'actualité avec vos pairs et puis en débattre et en discuter. Là les types de qualités qu'on arrive à construire avec ce genre de matière, ça va être toute votre capacité d'analyse critique, en fait, de pouvoir un petit peu observer le monde, de comparer différents points de vue et d'arriver à en extraire quelque chose de sensé ou un avis personnel, en tout cas, que vous pouvez derrière justifier et argumenter. On vous proposera de faire une langue étrangère aussi, en plus. En sachant que l'exemple que je suis en train de vous montrer, là, c'est un programme qui est enseigné en anglais à 100%. Donc, si vous prenez une langue étrangère, là, ça pourrait être l'espagnol ou le néerlandais, pourquoi pas, ou autre chose. Donc, ça, c'est la première partie, c'est ce noyau dur qui est obligatoire pour tout le monde. En deuxième année, vous voyez que c'est à nouveau une langue étrangère avec, pourquoi pas, un stage en entreprise ou un échange universitaire. Et puis, en troisième année, typiquement, ça va être un projet de recherche indépendant, un mémoire en quelque sorte, que vous devez préparer et rendre sur un sujet. Alors ensuite, vous allez avoir le cœur du cursus qui sera votre spécialisation et qui sera peut-être amené à évoluer d'ailleurs avec le temps. Votre spécialisation en première année serait peut-être pas tout à fait la même en deuxième et en troisième année. Mais l'idée, c'est de pouvoir prendre une spécialisation dans l'un de ces 3 domaines pour ce qui est de cette université, parce que selon les universités, vous allez en avoir qui vont vous proposer différents champs d'études. Mais en tout cas, celle-ci vous propose de choisir des spécialisations dans les sciences. Donc, quand je dis sciences, c'est les sciences appliquées, donc biologie, chimie, des choses comme ça, dans ce qu'on appelle les humanités et puis les sciences sociales. Et là-dedans, on peut retrouver aussi des matières style commerce, finance, économie, relations internationales. Vous avez toutes sortes de choses. Donc, la majorité des crédits que vous allez choisir pendant votre programme, ça va être votre spécialisation. Et puis, la dernière partie du cursus, c'est ce qu'on va appeler les options complémentaires. Ça va être des modules que vous prenez au choix, en fait. Donc, si dans votre tronc commun, enfin dans vos spécialisations, vous avez pris spécialité sciences et que vous faites plus particulièrement de la biologie, par exemple, dans l'option complémentaire, vous pourriez très bien prendre des relations internationales, par exemple. Pourquoi pas? Ça, c'est des modules vraiment complètement au choix que vous prenez et qui viennent compléter un petit peu votre formation. Et donc, dans la pratique, ça ressemble à ça. Alors, j'espère que ce tableau ne sera pas trop difficile à déchiffrer. Mais en bas, c'est la première année. Donc, ce que vous pouvez voir en doré,
ce sont les cours obligatoires que tous les étudiants doivent suivre, quelle que soit leur spécialisation. Et donc, vous voyez, en première année, ils vont vous apprendre academic writing skills. Hein, donc, ça, c'est apprendre à bien rédiger un mémoire, par exemple, ou une dissertation. Vous avez la langue, des compétences au niveau de la logique, de la communication, de l'argumentation. En rouge, tout ce que vous voyez en rouge sur ce tableau, ce sont votre spécialisation. Donc, vous voyez que ça, ça domine quand même pas mal. Donc ça va être tous les cours en lien avec les sciences, si vous choisissez plutôt de vous spécialiser dans un domaine scientifique. Et puis, ce que vous voyez en noir, ce sont les options complémentaires, voilà, qui viennent enrichir un petit peu votre cursus à la fin. Donc, j'espère que ça aura été clair. De toute façon, on va enfoncer le clou puisque dans un deuxième temps, hein, on a Daniel qui va vous présenter le cursus de ICLA. Mais ça permet déjà de vous donner une petite idée. Et alors, ce qui est important, c'est pourquoi faire tout ça, en fait, hein? Quel est l'intérêt de faire des études interdisciplinaires? Plein de raisons. En fait, je pense profondément que c'est un cursus qui est vraiment ancré dans notre époque, hein, dans le temps moderne, même si ça remonte à la Grèce antique. C'est vraiment d'actualité parce qu'on est dans un monde qui évolue constamment. Et on demande aux étudiants, mais aux employés, enfin aux politiciens, aux gérants d'entreprise, on demande à tout le monde de s'adapter en permanence. Et ce que va vous apporter un programme comme ça interdisciplinaire ou de liberal arts, c'est vraiment cette capacité d'adaptation et d'ouverture d'esprit. Hein, cette possibilité d'étudier différents sujets qui n'ont pas forcément de lien direct entre eux, mais qui finalement ont peut-être un lien entre eux. On peut prendre un exemple d'un fait d'histoire que vous pouvez étudier d'un point de vue littéraire, d'un point de vue évidemment historique, d'un point de vue scientifique. Tous ces différents points de vue, quand vous les mettez, quand vous les imbriquez les uns avec les autres, ça va vous donner une façon de voir les choses qui est peut-être intéressante et vous donner les armes et la capacité intellectuelle et de réflexion nécessaires pour vous adapter, pour apprendre rapidement et pour pouvoir du coup évoluer tout au long de votre carrière. Hein. On sait que en moyenne, une personne va peut-être faire 5 ou 6 carrières différentes dans sa vie finalement. Et il peut se reconvertir plusieurs fois ou changer plusieurs fois d'entreprise et d'environnement. On sait aussi que beaucoup de métiers d'avenir n'existent pas encore. On sait qu'en 2030, on ne connaît pas encore 85% des métiers qui existeront à ce moment-là. Donc, si vous avez une belle base académique pluridisciplinaire qui vous permet de bien appréhender ces changements et d'apprendre rapidement pour vous adapter aux évolutions sociétales, c'est quelque chose qui va vous donner un bel avantage, je pense, sur le marché de l'emploi par la suite. Hein, donc, on a parfois tendance à penser que parce que les études interdisciplinaires ou les liberal arts, ce n'est pas suffisamment ciblé, parce que ce n'est pas des études d'ingénieur, par exemple, ou des études de médecine, ou des études de droit, on se dit ça ne débouche pas sur un métier. Et c'est vrai, ça ne débouche pas sur un titre spécifique ou sur un métier spécifique, mais c'est une excellente préparation à beaucoup de métiers, et presque tous, d'ailleurs. On va le voir dans un instant. Je vais vous mettre une petite vidéo dans la prochaine slide. J'espère que ça va bien marcher, dans laquelle c'est bien expliqué. Alors, ce sera en anglais. J'espère que ça va vous convenir. Mais voilà, je voudrais vous montrer un petit peu comment les universités elles-mêmes décrivent un petit peu les avantages du liberal arts et de ces études interdisciplinaires. Alors, en espérant que ça marche bien. Alice, est-ce que tu peux juste me confirmer que ça marche bien? A lot of people don't understand that the liberal arts has nothing to do with politics. The word liberal in liberal arts actually has to do with liberty and a free mind and the kind of learning that frees the mind to think for itself and to continue learning throughout your life. If you go back, for example, to the 1960s and 1970s, the predominant view of the purpose of business is that businesses exist.
to generate profits for their owners, which at that time, relative to today, was a rather myopic focus. If we fast forward to today, that view of the purpose of business has shifted substantially and is much more expansive. When we consider the liberal arts, the purpose of that is to essentially expand our worldview, to be able to make us more adaptable and expandable in terms of our curiosity and awareness of what's going on. Students graduating now are going to have at least 5 careers in their life, so that gives you a lot of flexibility to deal with what's coming towards you, right? And you're not narrowly trained to one thing. So the way you might be learning about something like race in a social sciences class, and the way you're learning about it in a biology class, and the way you're learning about it in a literature class are all very different, but they complement each other in really important ways. Comprehensive University will have a list, a gen ed, that doesn't look super different than ours. You're going to take a history, you're going to take an English, you're going to take a science. I would say the difference is in a liberal arts school, our goal is that we're going to make connections between those subjects. I teach a Methods of Scientific Inquiry class, which is a class the entire university has to take. And we were talking about a certain topic in it, and nobody in the class could understand why society thought about this topic this way. But then a business major says, guys, I'm a business major. They say this because of money. I sometimes get nursing students in my general education literature classes who wonder why they're in there because it's so different from everything else they're learning. But there's research that shows that reading fiction actually makes you a more empathetic person. And so studying literature actually helps people who work in the health sciences become more compassionate caregivers. When we think about the liberal arts, especially here at OCU, we often connect it to our general education foundation, but it doesn't stop there. So for example, in the business school, one of the first classes that all business majors are required to take is called Business Ethics and Leadership. Much of that class focuses on those things that I just discussed, which are essentially having a broader view of what it is that you do and why you do it, beyond just making sure that you're profitable in your operations. You need critical thinking in the job, but you also need to use it to know who to vote for your local school board, or to make decisions for your family. So we use critical thinking in both academic and personal ways. Students learn how to communicate well in writing, and clearly in writing and speaking, to learn problem solving, to learn collaboration. How do they learn from others, and how do they teach others in all kinds of environments? And those are the kind of skills that transcend specific jobs, because the technologies that our jobs are changing so quickly. We have to be flexible thinkers who can solve problems, work with others, and think well, and research and analyze. I'd say one of our huge strengths, and you'll hear this from everybody on campus, is the community aspect. So you have really close relationships with your professors. And kind of, I think this permeates the whole campus. Like, staff talk about how it feels like a family. Faculty talk about how it feels like a family. So a huge difference is that the accessibility of your professors and the interactions that you get to have with them. I think the kind of community we have here at OCU that fosters intellectual, spiritual, creative endeavor as a community wouldn't happen without the liberal arts tradition. Voilà, j'espère que ça a marché. Sinon, on pourra vous mettre le lien de la vidéo quand on vous renverra la présentation à la fin. Vous pouvez la regarder tranquillement. Mais bon, je trouvais que c'était une bonne présentation, en tout cas, du concept de liberal arts. Alice, est-ce que tu nous parles un peu de ce qu'on fait après ? Tout à fait. Là, effectivement, on l'a vu dans la vidéo. Donc, les arts libéraux, c'est à la fois effectivement une approche académique un peu différente de ce que vous avez vu, et c'est aussi une approche qui va vous permettre de vous préparer à votre futur, tant d'un point de vue académique, professionnel, mais même personnel. Si on recite ce que disait la personne, le critical thinking, donc, qui est l'une des compétences qui va être travaillée dans les arts libéraux, c'est ce qui vous permet effectivement de réussir dans vos projets, mais aussi tout simplement de savoir pour qui voter plus tard. Donc, c'est vrai que un cursus liberal arts, ça va vous être utile, pas seulement dans le monde académique, mais vraiment dans chaque partie de votre vie. Mais concrètement, une fois que vous avez fait une licence ou un bachelor dans ce domaine-là, quelle va être un petit peu la possibilité d'études ? Finalement, il y en a plusieurs. Donc, vous allez pouvoir soit effectivement continuer vos études en master et pourquoi pas vous spécialiser. Donc, c'est vrai que les liberal arts, c'est assez interdisciplinaire. Vous allez pouvoir tester un petit peu différentes matières tout au long de vos études, et puis peut-être aussi découvrir de nouvelles matières, découvrir de nouveaux domaines qui vous passionnent et décider de vous spécialiser
dans ce type de master. Ce qui peut être assez intéressant à voir, et une fois de plus, je me réfère aux États-Unis, c'est que c'est un cursus qui est très présent en Amérique du Nord, et vous avez beaucoup d'étudiants en fait qui commencent par ces études pour ensuite accéder à des masters qui vont être très spécialisés. Je vais prendre l'exemple du droit, par exemple, aux États-Unis. Il faut savoir que le droit, aux USA, ça n'existe pas post-bac. On ne trouve pas de bachelor de droit aux USA. Les étudiants doivent faire un bachelor dans n'importe quel domaine auparavant. Ensuite, ils déposeront une demande d'admission pour aller en école de droit, donc qui ne fait que des masters. Généralement, on passe le Juris Doctor, qui est le premier diplôme de droit américain qu'on peut passer. Et donc, il n'est pas rare de voir des étudiants qui se dirigent vers cette voie choisir les liberal arts, donc les études interdisciplinaires, avant d'aller dans des études de droit, parce que ça va justement leur ouvrir un petit peu les horizons. Ils peuvent étudier un petit peu d'économie, un petit peu de business, ils peuvent faire un peu d'histoire, de Sciences Po, etc., pour avoir effectivement une base très très large et très complète avant de se lancer effectivement dans des études de master. Ça fonctionnerait également très bien pour du journalisme, du commerce, qui sont des domaines qui sont assez transversaux eux-mêmes. Voilà, si on prend le management, si on prend effectivement la communication, ça demande des compétences qui sont quand même assez variées, qu'on va pouvoir commencer à développer finalement dans un cursus d'études interdisciplinaires. Donc une spécialisation au niveau master est tout à fait possible. Vis-à-vis du diplôme en lui-même, ça reste un bachelor techniquement, donc c'est un diplôme qui est reconnu dans le monde entier, qui va vous permettre soit effectivement d'intégrer des programmes, soit d'intégrer directement le marché de l'emploi. Vis-à-vis des écoles françaises, vous pouvez accéder effectivement aux masters, même s'ils sont spécialisés via les admissions parallèles. Je pense par exemple à des universités comme Sciences Po, qui est très connue, où des cursus liberal arts vont les intéresser, parce que justement, vous allez pouvoir faire un petit peu tout. Donc après, il va falloir choisir vos cours en fonction de ce qui vous intéresse pour la suite, mais via les admissions parallèles, vous pouvez tout à fait intégrer des masters en France. Et pour ce qui est du marché de l'emploi, comme on l'expliquait précédemment, finalement, alors oui, c'est sûr, vous n'avez pas fait un domaine d'études propre à un métier bien spécifique, mais ce qu'il faut comprendre quand même aujourd'hui, c'est que les employeurs vont surtout rechercher des compétences bien spécifiques, enfin des compétences et une capacité d'analyse, une capacité de réflexion, plus que des connaissances spécifiques sur un domaine vis-à-vis du marché de l'emploi. Finalement, aujourd'hui, je pense que les entreprises se rendent compte de plus en plus qu'elles ont un devoir de formation envers leurs employés et qu'il est beaucoup plus intéressant d'engager de futurs employés, donc des étudiants qui sortent d'études avec des connaissances transversales, plutôt que des connaissances solides sur un domaine, mais qui, à côté de ça, n'ont pas la capacité de s'adapter dans un monde qui est très changeant. Donc finalement, voilà, après des études liberal arts, pas mal de possibilités, soit spécialisation master, soit intégration du marché de l'emploi. Ça dépend un petit peu, effectivement, au fur et à mesure de vos études, vers quoi vous tendez. Merci Alice. En fait, je pense que je vais passer la main du coup à ce stade à Daniel. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous. Il est 2 heures du matin au Japon. Donc, ou même 3 heures maintenant. On se rapproche des 3 heures. Daniel, are you still awake? I am. Brilliant. Voilà. Alors, donc Daniel, qui nous vient, qui est au Japon, il est 3 heures du matin, qui va nous parler de l'université ICLA et du programme de Liberal Arts qui est proposé. Et puis voilà, après sa présentation, on pourra faire un point ensemble et répondre aux questions éventuellement que vous vous posez. Si vous avez des questions maintenant sur le chat, Alice et moi-même, pendant que Daniel prendra la parole, on essaiera de répondre à un maximum de ces questions en direct. Voilà. Thanks, Daniel. Take it away. Okay. All right. So my screen should be sharing here. Yep. Thank you very much to everyone. Apologies, I don't speak French, only English and Japanese. My name is Daniel Guys. I'm the International Marketing Officer for the International College of Liberal Arts here at Yamanashi Gakuen University. So we are an American-style liberal arts college that is a department of a Japanese university. So we have about 4,000 students in our university, and about 220 of those 4,000 are enrolled in ICLA's degree program. It's taught entirely in English. You don't need to speak any Japanese to apply or to enroll, but we will teach you
some Japanese as part of the degree. You can become fluent in Japanese if you want to as part of the degree, but I'll talk about the curriculum and a little bit later. So just to give you some basic background about why you might want to consider Japan as a destination to study overseas. One, it's a very high quality of education here. The degrees are internationally recognized. Japan is a very highly regulated economy, and the education industry is no different to that. So it is a world-class education that you can get here. It is affordable. I'll talk about the fees later, but compared to some other countries like the US or the UK or my home country, Australia, Japan is very affordable. The reason for that is that international students and domestic students pay the same fees. So that keeps the costs low for you. Also, the cost of living in Japan is not so high, especially when you get out of major cities. So we're about 90 minutes away from Tokyo, so we have a much lower cost of living. Safety. Japan is very, very safe. Building codes, very high. Crime is very, very low here. And crimes against foreigners are almost unheard of. You know, I've never had anything stolen from me. I've never had my house broken into or anything like that. So it's a very safe country. Internationalization. Partly because of the Olympics, but more importantly, because the population is shrinking and aging, Japan has had to internationalize very rapidly. I've been here for 10 years now. I have seen some huge changes in the economy and in society here. That also leads to employability. If you graduate with a degree from ICLA, you speak French, you speak English, you speak Japanese, hopefully by the end of it, you will be extremely employable. Japanese companies compete very hard to get people who are trilingual, and there are skill shortages appearing in many industries in Japan due to the shrinking population. But most importantly, Japan is an amazing place to live. As I said, I've been here for 10 years. I love it. You can see the town of Kofu behind me. It's very beautiful. The way that they mix the ancient and the modern, built in the natural environment, never ceases to impress me. The food is fantastic. You know, the only bad meal I've ever had here is the ones I cook myself. You know, the people are great. They're very friendly. It's just a spectacular place to live. And I hope you'll enjoy it too. We've talked about liberal arts and why you should consider it. And ICLA is no different. We have a very broad and diverse curriculum where you get a lot of freedom to, you know, explore your major, but then take, you know, electives and workshops and explore any interest that you might have. So it's very interdisciplinary. We're trying to teach you how economics connected to politics, how they influence art, culture, create history, and how these cycles repeat, and from a global perspective as well. We're encouraging you to learn how to think, not what to think. And I believe Alice spoke about that in her presentation. It's very active, small class sizes. For us, about 10 to 15 students in most of our classes. So there's a lot of interaction between you and your other students and the faculty. So you have great access to the professors here. All of this, of course, is to develop you and your employability in the future. I've worked in many different companies. I can tell you that people who are able to think logically and out of the box and be creative problem solvers are very highly valued within companies, and sadly a little bit rare.
But that's the kind of skill that you're going to get learning from us. ICLA, you can see part of our building here with our 2 dorms on either side. We're located in a very, very beautiful part of Japan that is super conveniently located. We're only 90 minutes by rail, by an express train from Tokyo. It's about 2 hours by bus, a bit of traffic. But so great access to Tokyo, which is important, but a much lower cost of living. And we're the home of Mount Fuji as well. I mean, you can see Mount Fuji in the distance behind the next row of hills behind me. And we have about 3/4 of the mountain in our prefecture. So it's always an awe-inspiring sight. So very green, much lower cost of living. Most of the famous photos you've seen of Japan, you know, including the one with that pagoda and the and Mount Fuji, this is taken like 30 minutes drive away from the campus. This is a place called Kawaguchiko. There's lots of hiking here. We're in a mountain valley. We're surrounded by mountains. It's a very beautiful place with lots of sunshine. It's the sunniest place in Japan, apparently. So, you know, you can see the cherry blossoms in spring. Have a nice hot summer. See the leaves fall and change color in autumn, and have a fairly dry but cold winter, which we're going through now. So we do get a bit of snow, and as I said, there's snow on all these mountains around us here as well, which is just beautiful to see. We're also a fruit growing region, and you know, we produce a lot of Japan's wine in this area. I'm not going to claim that Japanese wine is anywhere near as good as French wine, or in my case, Western Australian wine. I think it's not as good as that, but don't tell the locals. And as I said, you've got great access to Tokyo, you know, one of, you know, the planet's A tier, you know, cities, just a mecca for design, art, culture, you name it. YGU University is a private, not-for-profit university that was founded after the Second World War. We're quite famous for having a large number of Olympians in our alumni. We're quite famous for our sports science department within Japan. We have 5 undergraduate, you know, colleges, departments, faculties, you know, whatever you thanks, Jesse. Whatever you want to call it. ICLA is one of those. We're taught in English. The others, we have, you know, schools of law, business, health and nutrition, sports science. They are taught in Japanese. So most of our international students will come to ICLA, as it's easier to enter that course. We also have a postgraduate school. Unfortunately, that is also in Japanese. It's of social sciences. ICLA itself is one of the newer departments of YGU. We were founded in 2015. We are offering 1 degree. It's the Bachelor of International Liberal Arts. There are majors within that, which I'll talk about. We have about 60% international students. The rest are Japanese, obviously. Our students come from all over the world. No one nationality of students dominates, except perhaps Japanese. We like to keep our school very cross-cultural. We like to recruit small numbers of students from all around the world to keep it as multinational as possible. We have a great student to faculty ratio of 5:1. And as I said before, it's taught entirely in English. You don't need to speak Japanese to apply. In terms of the curriculum, we have 4 majors. As it's a liberal arts college, you declare your major at the end of the first year. You can choose between global business and economics, which is probably our most popular, political science, interdisciplinary art, and Japan studies. You do a core year. So when Mark spoke about the structure of
think it was University of Amsterdam's liberal arts course, they talked about having sort of those core units in the first year. We are very similar with that. But you also, we don't do minors. In Japan, it's not really done. But what we do instead is we have what we call modules. So they are groups of units that you can take on a theme, like sociology, psychology, quantitative reasoning, natural sciences, Japanese language study, of course. And starting from September this year, you will be able to take a series of courses in data science. So, you know, learning how to program in Python, fundamentals of computer science, you know, machine learning, you know, deep learning, etc. So, and statistics that you'll need for that. So you can get a very well-rounded degree here. Up to 40% of your credits can come from outside of your major. So you have a lot of flexibility to pursue your interests. We also, I think I've kind of hinted at this a couple of times, we teach you Japanese as part of the degree. We can take you from a beginner all the way up to advanced. And we also have a study abroad program. I'll talk about some of these things in a little bit more detail now. Our workshops are something that we're very proud of. They're quite unique amongst other universities in Japan. So there are increasingly universities in Japan which teach in English, but we are probably the only one that also has these workshop series. So you can take credit-bearing courses. They're like 10-week hands-on workshops where you get to learn a Japanese art form, like, you know, flower arranging or the tea ceremony, calligraphy, samurai culture, learn how to draw, anime, some graphic design as well. You can learn how to play a Japanese musical instrument. You can also learn a Japanese martial art like karate, judo, aikido, for example. So they're very cool. They're very popular with our students as well, as I'm sure you can imagine why. I will talk about coronavirus in a minute if you like. Yes, that's a good question. Our Japanese program, as I said, we can take you from absolute beginner up to advanced. If you have an interest in Japan, you might know about the JLPT, the Japanese language proficiency tests. We can take you all the way up to N1, which is the highest level course. We have classes which are test prep for those. So you can do that as part of your degree. So you're learning another language as you get a degree as well, which is very, very nice. We also do career design courses focused on the Japanese job market to prepare you to work here after you graduate, if that's what you want to do. In your third year, you also have an option of doing study abroad for a semester or two. All of the credits you do overseas count towards your graduation at ICLA. We have partners all over the world for that. And importantly, it's based on mutual tuition waiver. So, you know, our fees are quite low, as I'll show you in a minute. And that carries over to your year of study abroad. Also, if you have a scholarship, that also covers you on that year of study abroad. It's always asked, across the world, outside of Japan, what type of companies value Japanese as a second or third language? That's a very good question. I would answer that by, you know, Japanese companies are active all over the world. You know, they are, or were, sort of #2 economy for a very long time. China has overtaken them, so they are in third spot. But you see even a lot of collaboration between Chinese companies and Japanese companies as well. So, you know, wherever you work, there can be a use for it, that's for sure. Here are some shots from around our campus. It's very open, a lot of light, a lot of use of you know, natural light
and wind energy, and it's a very eco-friendly building as well. We have accommodation on site. It's actually mandatory for our first year students. Monsieur Julien, une question, s'il vous plaît. Yes. Excusez-moi, mais les questions, ça sera à la fin. Il n'y a pas de souci, on va y répondre, mais plutôt à la fin, si ça ne vous dérange pas. Yeah, if you guys want to type in the chat, I'll come back to questions at the end. That's okay. Yeah, so we want to give you a soft landing into Japan. So we have accommodation for you, guaranteed. You get your own room, you don't share with anyone. And we also have a cafeteria serving 3 meals a day during weekdays as well. So right from day one, you're making friends from all over the world. So it's a very good environment. There is lots going on here. There's festivals throughout the year. Not so much this year, obviously, with coronavirus or last year. But in a normal year, there's university festivals, cultural festivals in Japan going on all the time, and our students take part in that as well. We have over 90 different clubs on campus, and ICLA students do take part in them. A lot of sporting clubs as well, as you can imagine. So there is lots to see and do. Clubs are a big part of Japanese student life. Yeah, so no matter what level you want to compete at, there's definitely a sporting team that you can join as well. Here you can see our fees. In our first year, we do have an enrollment fee. It's very standard for Japan. Works out to be about €1,600. And then our tuition fees are roughly about 13,000 euro a year. Housing in our dorms and also the meal plan, and we do have vegan, vegetarian options, if you're wondering. Works out to 4,500 for the rent and the utilities, the Wi-Fi, etc. And then the meal plan's about 2,800 euro a year for that as well. I mentioned earlier that we do have scholarships. They are based on your academic performance, but we don't set a minimum GPA for that. Your grades are important, but we look at you holistically to decide if the college is a good fit for you as much as are you a good fit for the college. So we have 4 tiers of that, and those scholarships cover you for the full 4 years of the degree as well. So that's a bit about us. We have a completely online application. Mark is our agent in France, so he can support you with your applications if you would like to apply. We are currently recruiting for our fall or September 2021 start, and you can apply now if you'd like to. Somebody asked about coronavirus before. This is probably a good time to answer that question. Last year, from first semester, we did teach online. Some people were not able to get into Japan due to travel restrictions at the start of the pandemic. A lot of our students have made their way back to Japan now, but currently there is a ban on new student visas being issued in Japan. So we will probably teach a hybrid model in our first semester, which is April until about August. And hopefully the situation with vaccines changes and our students are able to come here. Here in Yamanashi, we haven't had that many cases of coronavirus. I think Japan had a bit of a third wave, or still is having a third wave. There is a current state of emergency that doesn't cover this area. So we're current, I think we're up to about 700 cases since the start of the pandemic. So despite being so close to Tokyo, we've been quite lucky. Only about 200,000 people live in this city, and
you know, people don't live on top of each other. They're very quite spread out. So I think we've been quite lucky here. You know, Japan, everybody wears a mask, and you know, it hasn't been as bad as it has been in some other countries. Okay, ooh, so just come and answer a couple of these other questions while we're here. Language requirements, that's a great question. We require a minimum of IELTS 5.5. We take a huge variety of other English language qualifications. So like TEFL 76, we take TOEIC, we take, if you've done A-levels, we will take your A-level results. If you've done the IB curriculum, we will take your IB diploma results. There are many, many tests. There's another online test like Duolingo, we will take that as well. You can find a full breakdown of that in our application guidelines. Apart from that, you need 2 references, a statement of purpose, which is you know, 400 or 500 words about why you'd like to study at ICLA and how you think coming to Japan will assist you in your career. You will then need your results from the baccalaureate as you're coming from France. And you can upload these documents into our system. It's very easy. And that's about it. You need 2 references. I think I mentioned that, just names and email addresses. And if you want to apply for a scholarship, you need to include an extra essay in that. There is then an interview that you will have with 2 members of staff. The interview is weighted quite heavily. So that's a little bit about our admissions process. We've designed it to be quite painless. It's quite similar to a UK university in a lot of ways. Alice and Mark, I think, spoke a bit about, you know, what you can do with this kind of a degree worldwide. And the answer is many things, but we assist you to prepare for the workforce by, you know, holding career design courses which are credit bearing, and also we help you get internships. So we have partners in Japanese companies, so you can do internships in your winter or summer vacations if you'd like to. We support you with job hunting if you want to stay in Japan. We provide, you know, if you're studying Japanese language, we provide support to, you know, in terms of classes to help you get N2 and N1, which are the highest levels of the JLPT, which you will need if you want to work here after graduation. There is a huge culture in Japan of students in their 3rd and 4th year job hunting within Japan. So about 1/3 of our students will go home and go on to work. About 1/3 will go on to postgraduate study, and the other 1/3 will job hunt within Japan. So a lot of people in their 3rd and 4th year will actually get a guarantee of employment from a Japanese employer, and they can go straight from student visa to working visa, and they can stay in Japan for as long as they want, as long as they have a job, I should say. If you don't find a job, there is a post-study visa extension. So you've got 6 months after you graduate to find a job. And given the situation here, even with you know, some damage to the economy under coronavirus, there are still fields which are really screaming for people. So it's a good opportunity. You can do many things with this degree. Mark and Alice spoke a lot about that. You can also go on to postgrad as well. I should mention, if you are interested in living in Japan for longer term, like me, maybe, there is a points-based path to permanent residency here. So Japan has a quite open door policy towards skilled migration. So
you can renew your working visa as many times as you want. So there's no limit to, how long you can stay in Japan and work after you graduate. And if you want to become a permanent resident, after about 5 years, you can apply. You get extra points for graduating from a Japanese university, having higher levels of JLPT, like N2 and N1, and having a good paying job. And I believe that this degree will help you immensely with those things. Amadine, I'll just come back and take some questions here now, and also say thank you everyone for putting questions in the chat. Is there a minimum age required? At the moment, 17 is the minimum age. So, but the major thing is you need 12 years of education to apply to a Japanese university. That's the major requirement. Dayoka, if you can, the TOEFL or the IELTS minimum that we're asking for, as I say, equivalent to 5.5, there's heaps of different qualifications you can take. I think importantly too is the interview, that you're able to basically express yourself and why you'd like to study here in that. Okay. All right. I think there's one last question, Daniel. Thanks. that is a good question. Yeah. So 60% of our professors are non-Japanese. So they were, they're Westerners. Well, some are from, South Asia as well. But 90% of our professors were educated outside of Japan at some stage. So, we have professors that went to Harvard, that went to ANU in Australia, for example. So it's all English, right? So I speak to these guys all the time. You won't have a problem understanding their accents. It's okay. But yeah, mostly native English speakers. Thanks, Daniel, for that. It was brilliant. You're welcome. Lovely presentation. I want to go to Japan now. Please, I want to come with friends. So yeah, well, it makes us travel a little bit, even if we can't take the plane, we can imagine. Bah, écoutez, voilà, si vous avez des questions, c'est le moment, on est tout oui. Vous pouvez, si vous le souhaitez, allumer votre micro pour les poser, ou si vous voulez préférer utiliser le chat, il n'y a pas de souci. On va essayer de répondre au mieux. Donc voilà, n'hésitez pas. On est à vous. Monsieur, il y a une question. Oui. Quel est le prix général que l'étude en Japon? Je n'ai pas compris la question. Quel est le prix des études au Japon, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Bah, je ne peux peut-être pas parler pour le Japon de manière générale, mais en tout cas pour cette école qui vient de vous être présentée, les frais de scolarité de base s'élèvent à environ 14 000 € par an, en sachant qu'il existe aussi des bourses qui sont accordées en fonction du mérite. Donc, si vous avez un bon dossier scolaire, vous pouvez espérer avoir une réduction qui entre 25 et 100% des frais de scolarité qui seraient pris en charge par l'école dans ces cas-là. On a une autre question de Luna. Le cursus de médecine n'est pas vraiment envisageable dans ce cursus-là. Ce n'est pas vraiment fait pour, Luna. Si vous voulez faire médecine, il vaut mieux faire vraiment un cursus 100% scientifique, là, pour le coup, en l'occurrence. Ouais, ça sera compliqué, en tout cas, effectivement, après avoir validé un cursus interdisciplinaire, d'intégrer. Quelque chose de gratuit. Il y a une branche qui est gratuite. Est-ce qu'il y a des études gratuites? En tout cas, pas là aujourd'hui dans ce qu'on propose. Non, après, dans ce type d'études qui sont souvent proposées dans les pays anglo-saxons,
vous n'avez pas, ça n'existe pas en fait, la gratuité des frais de scolarité en dehors d'éventuelles bourses. Donc, si après vous avez un très bon dossier scolaire, ça peut effectivement se jouer sous cette forme-là. Sinon, des études gratuites, ben, ce sera plutôt en France, ça se fait, mais ou quasiment en tout cas. Mais c'est vrai qu'on ne retrouvera pas dans ce système français ce même cursus de type interdisciplinaire. Moi, j'avais une question. Oui. J'ai une question à poser. En fait, moi, je suis de nationalité congolaise de la RDC. Du coup, j'avais fini depuis 2013 en licence et comme faculté économie et développement, mais l'option, la particularité, en fait, j'avais fait finance et développement. Du coup, quand je suis arrivée ici au niveau de la France, j'ai tenté de faire des inscriptions, mais je n'arrive pas. Et puis, j'allais savoir, est-ce que c'est possible de faire directement le master en audit financier? Est-ce que c'est possible? Parce que j'ai fait valoir mes diplômes, on les a acceptés, c'est validé. Donc, du coup, à chaque fois, j'essaie de faire des inscriptions, mais je n'arrive pas, donc je ne sais pas comment m'y prendre, en fait. Bah, je ne sais pas si vous êtes vraiment sur le bon créneau là pour le coup, parce que là, on vous parle des études plutôt interdisciplinaires post-bac. Donc, si vous avez déjà validé une étude, enfin des études au niveau licence, c'est vrai que ces formations dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment plutôt du niveau post-bac, donc après le lycée. Et puis, et par ailleurs, on s'occupe vraiment des études à l'étranger. Alors, enfin, quand nous, on parle de l'étranger, comme on est basé en France, on parle là pour le coup en dehors de la France, en fait. Donc, si vous étiez intéressé par une poursuite d'études au niveau master en France, en Bah, finance audit, hmm. vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Non, pas tellement en France, en fait, c'est pour l'extérieur, je ne parle pas de la France. D'accord, bah, Je parle effectivement, oui, on de peut éventuellement l'extérieur. vous aider là-dessus. Ce qui serait dans ces cas-là peut-être plus judicieux, c'est de contacter nos conseillers via le site Instudie Expérience. Je vous mettrai les coordonnées dans un instant en fond et on pourra à ce moment-là vous parler individuellement de votre cas. Mais c'est vrai que là, pour le coup, il n'y a pas trop de rapport avec le sujet de Et la pour faire le conférence demande de aujourd'hui. bourse, ça se passe comment? Bah, ça va dépendre des établissements, mais généralement, et ça, du coup, j'en profite parce que d'autres personnes posaient la question, effectivement. C'est en principe les établissements, oui, d'accueil qui décident. Donc, c'est-à-dire que quand vous postulez, quand vous présentez votre dossier, vous pouvez avoir un dossier complémentaire à fournir dans lequel vous motivez les raisons pour lesquelles vous aimeriez avoir une bourse et dans lequel vous fournissez aussi votre dossier scolaire. Et en fonction de ça, et en fonction aussi des autres étudiants qui postulent en même temps que vous, en fait, ils vont accorder ou non des bourses à différents étudiants, mais purement sur le mérite. Ça ne va pas être des bourses comme en France, on peut avoir en fonction du besoin financier, en fait. C'est vraiment en fonction du mérite académique. Ok, ça je sais, c'est par rapport à ma particularité. Mais une deuxième question, j'avais une préoccupation parce que l'autre fois, je vous ai parlé de ça, vous m'avez expliqué un tout petit peu. Donc, j'aimerais savoir, moi, je suis de la RDC, j'ai deux élèves en fait qui ont déjà eu leur bac. Donc, du coup, pour les études post-bac, pour faire les inscriptions par rapport à d'autres pays, il faut s'y prendre comment en fait par rapport à ces élèves-là qui ont vraiment besoin, qui ont d'étudier à l'extérieur du pays, qui ne savent pas comment s'orienter, qui ne savent pas Oui. comment s'aborder, comment s'y mettre en fait. Parce que je Bah, œuvre c'est ça un depuis vaste très longtemps. sujet. C'est effectivement le cœur de notre métier. Donc, encore une fois, je pense que le mieux, c'est de nous contacter via le site. Mais voilà, c'est vraiment pas le sujet, malheureusement, aujourd'hui. Je ne veux pas vous vexer, mais on peut tout à fait y répondre effectivement de manière individuelle. Donc, si vous vouliez parler à un conseiller pour parler de votre cas particulier, c'est notre métier de préparer les étudiants aux études à l'étranger de manière générale. Donc, on pourra tout à fait vous expliquer les délais, les différentes démarches à accomplir pour postuler. Voilà. Alors, d'autres questions? Lucas, j'ai répondu juste Monsieur, une petite question. Oui, je vais revenir à vous, mais il y a une question de Lucas qui nous demande est-ce qu'il est possible de continuer vers une école d'ingénieur en France après ce cursus? Écoutez, c'est un peu comme médecine, c'est un petit peu particulier là pour le coup. Je pense que quand vous faites des études d'ingénierie, Daniel, I think you might confirm,
I wouldn't really do liberal arts to go into engineering at a master's level. Ce serait... Ah, il n'a pas activé son micro, mais ce n'est pas grave. Mais donc, Lucas, je ne pense pas que ce soit le bon choix. Si vous voulez faire des études d'ingénierie, il vaut mieux faire ingé direct. C'est une formation professionnalisante avec un titre professionnel au bout du compte. Donc, autant les études comme ça de liberal arts, je pense que c'est génial si vous n'êtes pas tout à fait sûr de ce que vous souhaitez faire comme métier par la suite, ou si vous vous intéressez à différents domaines qui en lien, pourquoi pas, oui, avec les sciences, mais aussi avec les sciences sociales, avec les humanités, les choses comme ça. Là, c'est génial. Mais si vous avez un objectif qui est de devenir ingénieur et d'acquérir le titre d'ingénieur, en l'occurrence, ce n'est pas le bon plan. Maxime, est-ce possible de changer pour un double cursus au milieu d'un cursus ordinaire? Oula. Donc, je suis en 2e année d'ingénierie et envisagerai un double cursus architecte-ingénieur. Changer comme ça en cours de route me paraît compliqué, mais vous pourriez reprendre un cursus à zéro peut-être au sein du système américain. Je ne sais pas, Alice peut nous le confirmer. Ou pas? Oui, ben, en fait, là, ce qui va se passer, on ne pourra pas faire valoir la première année d'études en France à l'international pour que ça soit exactement la même chose. En fait, si vous faites ça pour réintégrer un double cursus, vous allez être considéré dans ce qu'on appelle transfer student. Donc, concrètement, les universités vont étudier votre demande, le parcours que vous avez fait jusqu'à présent, donc là, typiquement ingénierie. Elles vont peut-être pouvoir vous transférer effectivement quelques crédits par rapport aux études que vous avez fait jusqu'à présent, mais il est quand même peu probable que votre année en France équivaut forcément à une année complète à l'étranger. Peut-être que vous allez pouvoir gratter en quelque sorte un semestre, mais alors vous êtes déjà en Angleterre et ce serait pour intégrer une université britannique également en double cursus, c'est ça? Ou c'est pour changer de destination? Ok, pour intégrer ensuite une université britannique. Pareil, je pense que ça va être un petit peu au cas par cas. Marc, je pense que tu vas pouvoir préciser, mais concrètement, il va falloir déposer une demande d'admission dans l'université pour ce double cursus. Ils vont regarder un petit peu ce que vous avez fait avant. En fonction des notes, en fonction des matières que vous avez prises, ils vont possiblement pouvoir vous transférer certains crédits. Pareil, je ne pense pas que ça passe une année complète, même si vous restez au sein du même système universitaire, parce que vous changez quand même de cursus. Donc, je pense qu'il faut s'attendre effectivement à répéter une petite partie de votre cursus, mais pourquoi pas effectivement transférer quelques crédits. Ce sera vraiment au cas par cas pour le coup. Alors, J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Existe-t-il une possibilité d'étudier gratuitement le journalisme marocain? Le journalisme au Maroc? Oui. Alors là, ce serait nous poser un peu une colle parce qu'on est vraiment spécialiste des pays anglo-saxons. Donc pour le coup, les études au Maroc, c'est pas forcément ce qu'on maîtrise. On va pas forcément maîtriser les frais de scolarité. Là, je pense qu'il faut se tourner directement vers les universités marocaines qui pourraient vous intéresser et vous renseigner effectivement à la fois sur les frais de scolarité et si frais de scolarité il y a, les possibilités de bourse. Avec nous, notre domaine de pointe, c'est vraiment les études ou du moins les universités qui vont proposer des cursus anglophones. Ouais. On nous demande aussi comment les employeurs français réagissent à ce type de cursus. Écoutez, de manière générale, je dirais que en France, on est quand même dans un système qui est très axé Bac+5. Donc, pour accéder à un certain niveau de poste, il faut valider un master. Donc, je pense que de toute façon, si vous partiez à l'étranger faire un programme interdisciplinaire, toute la logique serait de poursuivre ensuite dans un deuxième temps au niveau master et de valider un diplôme, comme on l'a dit, en commerce, en droit, en politique, ou vous avez en sciences, vous avez toutes sortes de choses que vous pourriez envisager. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que ces 3-4 premières années d'études d'études interdisciplinaires, je pense que ce qu'il faut surtout voir, c'est les compétences, les soft skills, on va dire en anglais. C'est-à-dire que ce sont ces compétences générales que vous pouvez acquérir, cette capacité d'analyse, de réflexion, de critique, d'avoir une belle culture générale, applicable sur plusieurs sujets. Quelque part, en fait, les études de liberal arts, ce n'est pas totalement dissimilaire aux prépas des grandes écoles qu'on trouve en France, en fait. Ces 2 premières années assez
généraliste. Alors, je dirais que c'est quand même beaucoup plus agréable à faire que 2 ans de prépa. Après, ça, c'est un avis qui est personnel. Mais au final, c'est pareil. Et on ne peut pas dire que les prépas françaises soient particulièrement mal vues par les employeurs. Là, en l'occurrence, c'est plutôt même très le contraire. Donc, c'est pas mal vu. C'est tout à fait cohérent comme choix de filière. Je me permets de compléter puisque c'est moi qui ai répondu en tant que DRH. Et effectivement, voilà, donc ce que je veux dire, c'est que ça apparaît comme un socle de compétences. Or, c'est maintenant la base qu'on recherche. Excusez-moi, jeune homme, on va laisser madame terminer, puis voilà. on passe la parole. C'est ce qu'on recherche à l'heure actuellement, hein, puisque maintenant on est davantage sur la mobilité, sur l'adaptabilité constante. Et avoir une personne qui a fait des études à l'étranger et qui a complété après ce socle de compétences, parce qu'effectivement, c'est sûr qu'il faut continuer sur un bac+5, ça c'est évident, mais partir avec ce Bachelor of Arts et que vous spécialisez ensuite, c'est maintenant des profils que l'on recherche, surtout dans les entreprises internationales. Voilà. Bah oui, c'est top d'avoir l'avis d'un DRH en direct. On ne s'attendait pas à ça, nickel. C'est parfait. En tout cas, ce serait pas, vous ne sauteriez pas au plafond en voyant quelqu'un qui a fait un profil de ce type en vous disant qu'est-ce que c'est que ça, Ah non, bien au contraire, voilà. Qu'on raisonne maintenant de plus en plus en termes de socle de compétences et c'est ce qu'on essaie de faire comme message auprès des écoles et c'est ce qu'on ne trouve pas à l'heure actuelle dans l'enseignement français, à part évidemment les écoles de commerce qui ont compris ce principe de fonctionnement. Donc, vous parliez effectivement des prépas ensuite complétés ou des écoles de commerce post-bac. Donc, elles résonnent en termes de socle de compétences. Donc, ça, c'est valorisé. Les écoles d'ingénieurs sont trop spécifiques. Hein, donc, bon, maintenant, elles s'ouvrent à l'international dans les échanges et quoi que ce soit, mais c'est encore trop récent. Donc, quand on a effectivement cette possibilité de faire un Bachelor of Arts qu'on complète ensuite, c'est vraiment un candidat qu'on apprécie. Merci beaucoup, Sophie. Voilà. De rien. Alors, une autre question de Frédéric. Bonsoir, ma fille souhaite faire… Salut Frédéric, oui. Ma fille souhaite faire l'ESRA. D'accord. Et voudrait avant cela, après son bac, partir faire 1 an. Alors, oui, ça c'est très bien en fait. Oui, pourquoi pas faire une année en année de césure. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, Daniel, you can confirm that I think you can just do 1 year of study as well at ICLA if you wanted to do a gap year. Yeah, I didn't mention that, but yes, you can do a gap year with us, semester or a year. That's available as a fee-paying student as well. And you can pick from a very wide variety of courses as part of that as well. I didn't mention as well, things I forget because it's late at night here, maybe, we have an open campus coming up on the 13th of February, it's a Saturday. So if anyone in the audience is interested, I've put the link in there. They can register. Brilliant. Donc oui, je sais, en tout cas, tout à fait possible, une bonne idée. C'est vrai que si vous voulez peut-être pas vous engager sur 3-4 ans d'études dans ce domaine-là, mais l'expérimenter déjà pendant 1 an pour voir si ça colle, ou simplement parce que vous dites c'est un bon concept et j'aimerais bien le voir pendant 1 an. C'est vrai que c'est une manière aussi de perfectionner son anglais de manière peut-être un peu plus intéressante que de faire 1 an de cours d'anglais, par exemple. C'est ce que j'ai fait moi il y a 30 ans voilà. avec AFS. I went to the States for a year, but it doesn't actually count dans le cursus c'est une année perdue en fait. J'ai fait graduation. Oui, alors je pense pas qu'il… Mais je sais, c'est pas perdu, je m'en sers maintenant. Donc, je suis directrice de casting dans le cinéma et j'auditionne que des comédiens américains et anglais à Paris. Mais qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Mais désolée pour Daniel, I don't think she wants to go to Japan. She wants to go to London or Cambridge or Oxford. I don't want her to go that far, I'm sorry.
I was thinking more of a closer destination. Et pour ça, comment on peut faire quand on veut faire juste une gap year ou 2 ans? Soit vous avez des programmes... Ça soit dans le cursus, ça compte, quoi. Ça ne comptera jamais totalement. Si on fait une année d'arts libéraux et que derrière, on revient en France pour faire autre chose, notamment en l'occurrence du cinéma, ce sera à coup sûr valorisé. Je ne dirais jamais que c'est une année de perdu. Ce sera valorisé et valorisant. Ça peut que être positif à tout point de vue. Pour la méthodologie de l'apprentissage à l'école, une fois qu'on y est, dans sa carrière par la suite. La preuve, vous en parlez encore de votre expérience faite il y a 30 ans qui vous sert encore. Donc, ce ne sera jamais une année de perdu. Par contre, on ne peut pas s'attendre à faire une année en Angleterre, en l'occurrence, et derrière rentrer en deuxième année de cinéma, par exemple, en France. Ça ne se fera pas. Après, cette année peut se décliner sous différentes formes. Donc, soit elle peut s'inscrire à l'université, sur un cursus à la base de 3-4 ans, mais en faisant simplement la première année et en arrêtant à l'issue de cette première année. Ça, c'est une option. OK. Vous pensez 2 ans? Ou 2 ans. Mais, OK. Parce que dans ces cas-là, autant en faire 3. Qu'est-ce que c'était? Foundation? Alors, la Foundation Year, ça, c'est une année de préparation universitaire. C'est-à-dire et qui peut être assez généraliste, en fait. Ce ne sera pas tout à fait le même esprit et le même principe que les liberal arts qu'on vient de voir là, mais l'idée, c'est pendant 1 an, c'est une année de transition entre le lycée et l'université pour apprendre la méthodologie universitaire. Donc, il y a un soutien linguistique puisque c'est fait pour les étudiants étrangers ça, c'est super, en priorité. On peut choisir une spécialisation, donc ça peut être plutôt côté, dans son cas, peut-être le côté art et design, et elle pourrait vraiment spécifiquement commencer à construire, je ne sais pas si elle aurait besoin de construire un portfolio, par exemple, par rapport à son projet d'études ou pas. C'est quelque chose qu'elle pourrait faire pendant cette année. Et ensuite, s'en servir effectivement pour présenter un dossier plus solide à l'école dans un deuxième temps. Donc ça, pourquoi pas? On parle d'une année pré-universitaire. Après, vous avez aussi les cursus universitaires où on peut faire 1 an ou 2 et s'arrêter en cours de route si on le souhaite. Mais quitte à faire 2 ans, autant faire la 3e année, j'ai envie de vous dire, c'est dommage. Ah, OK. Donc, vaut mieux pas. Enfin, je sais pas. Après, il existe aussi des programmes que j'appellerais plutôt de l'immersion. C'est-à-dire que là, on privilégie vraiment l'expérience. Donc, de partir dans un établissement sans trop de pression de résultats ou quoi que ce soit. L'idée, c'est d'y être un petit peu en candidat libre, peut-être d'avoir des cours d'anglais en parallèle. C'est ça qu'elle voudrait faire, je pense. Donc ça peut se faire aussi dans certains établissements. OK. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Great presentation. Merci. Cutting my mic. Luna, est-ce qu'il y a des possibilités de faire un cursus de médecine au Japon? Wow. Certainement, mais là, pour le coup, ça dépasse complètement mes compétences. Daniel, what do you know about studying medicine in Japan? I believe so. There are about 30 or more universities now in Japan teaching things in English, teaching degrees in English. So, obviously there's options to do engineering, comp sci, many other things, not just liberal arts. And I think SCUBA is the TSUKUBA is the university that might exist. I don't know. And I can't tell you how difficult it would be to enter that. They're totally... C'est un peu compliqué là, comme demande. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment y répondre. Puis il faut faire attention avec les études de médecine parce que si vous faites un diplôme de médecine au Japon, il faut pouvoir derrière l'exporter et exercer en France notamment. Oui, on a une question de Sophie. Non, je réponds à Luna parce que j'ai la chance d'avoir une sœur médecin qui avait une interne qui a fait des semestres au Japon. Donc, c'est à voir mais qui fait médecine en France et qui après est envoyé au Japon. Donc, c'est possible, mais c'est de France. Et qui maintenant, d'ailleurs, est en pédiatrie au Japon, à Tokyo. Mais voilà, mais c'est de la France que ça s'organise. Ça me semble effectivement plus sage comme approche. Mais j'ai une autre question, si vous me permettez.
Oui. Oui, excusez-moi, c'est juste, est-ce qu'on peut faire des rendez-vous individuels après pour justement Bien voir sûr. quel est le meilleur endroit pour aller en fonction du socle de compétences, j'aime beaucoup ce mot, pour ma fille, puisque moi c'est pour ma fille. Et voilà, est-ce que vous avez des orientations ou est-ce qu'on commence d'abord que par le pays et ensuite on affine? Ou est-ce que finalement... Je vais vous montrer, je ne sais pas si mon écran s'affiche à nouveau du coup. Mais oui, effectivement, c'est it's our job, comme on dit. Donc là, on peut tout à fait, hein, si parmi vous, j'imagine qu'il y a plein de questions, et puis au bout d'un moment, c'est vrai qu'on va devoir arrêter, sinon on va continuer dans la nuit. Et Daniel, on se rapproche des 4 heures du matin. Oui, thank you, Mr. Daniel. Mais effectivement, chez Studi Expérience, donc on est là pour accompagner les étudiants. Donc là, on les reçoit là typiquement individuellement pour le coup, et on s'intéresse au projet de chacun. On les aide à identifier les bons programmes et les bonnes universités en fonction de leur profil, de leur niveau d'études, de leur budget, des différents critères qui sont les leurs. Et en fonction de tout ça, on va construire un projet cohérent et les aider à monter un dossier convaincant pour intégrer les meilleures universités possibles. Et puis, on les accompagne dans toutes ces démarches jusqu'au placement, à leur arrivée sur place, en fin de compte. Et j'en profite du coup pour mettre nos coordonnées. Je pense que le mieux, ce serait effectivement soit de nous contacter à cette adresse ou d'aller sur notre site internet, studiexperience.fr. Vous avez un formulaire de contact que vous pouvez remplir. Et on vous proposera un rendez-vous individuel avec un conseiller. Ok, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Alors, on va peut-être prendre une dernière question et puis on va s'arrêter là en sachant qu'évidemment, si vous en avez d'autres, vous pourrez nous les envoyer par email ou nous solliciter pour un rendez-vous individuel notamment. Alors, si on a une dernière question. Non. Bon. Top. Écoutez, je remets mon écran en plein écran en fait. Je sais pas. Hop. Donc voilà, écoutez, merci à tous pour votre écoute et votre participation. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question. On sera vraiment heureux d'y répondre et de vous accompagner dans vos projets divers et variés. On a eu un petit peu de tout ce soir. Donc on voit aussi que les études interdisciplinaires, ça attire toutes sortes de profils en fin de compte. Et c'est ça aussi la richesse de ces études. Un grand merci à Daniel, qui n'a pas dormi ce soir. Mais voilà, c'était très intéressant. Et à ma collègue Alice aussi pour son appui. Merci à tous. On a enregistré la vidéo, donc on la mettra à votre disposition. Et puis, voilà, surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup et très bonne soirée à tous. Merci.